Dans l'ombre des provinces françaises, là où les anciennes pierres murmurent des secrets oubliés, se dresse une demeure qui défie toute logique. Une maison de pierre de taille, figée dans le temps, dont les volets vermoulus cachent un mystère qui glace le sang. Cette famille a emménagé en 2019. Personne ne les a revus depuis. L'histoire que vous allez découvrir n'est pas celle d'une fiction inventée pour vous effrayer. Elle s'inscrit dans la réalité troublante de ces disparitions inexpliquées qui hantent le territoire français depuis des décennies. Des affaires qui défient la compréhension humaine et qui révèlent l'existence de forces que nous peinons à nommer. Bienvenue dans l'univers des manoirs oubliés, là où les pierres gardent jalousement leurs secrets, et où certaines familles franchissent un seuil dont elles ne reviennent jamais. Nous sommes en France, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne, dans ces contrées où les légendes celtiques imprègnent encore la terre. Un petit village d'à peine 200 âmes, traversé par les vents marins qui remontent depuis la baie. Les touristes passent sans s'arrêter, pressés de rejoindre les sites célèbres de la région. Mais ceux qui ralentissent, ceux qui observent attentivement, remarquent cette bâtisse particulière au numéro 5 de la rue principale. La façade de pierre grise semble pleurer sous les assauts répétés de l'humidité. Les ardoises du toit glissent lentement, une par une, comme des écailles d'un serpent en mue. Les fenêtres, ces yeux aveugles aux vitres sales, ne reflètent plus que le néant. Et pourtant, derrière ces apparences délabrées, se cache l'une des énigmes les plus troublantes de ce nouveau siècle. L'année 2019 marque un tournant dans l'histoire de cette propriété. Une famille s'y installe avec l'espoir de construire une nouvelle vie. Nous connaissons peu de choses sur eux, et c'est précisément ce silence qui rend leur histoire plus terrifiante encore. Les voisins se souviennent d'un couple et de leurs enfants. Des gens ordinaires, souriants même, qui semblaient heureux d'avoir trouvé ce refuge loin de l'agitation urbaine. La maison avait été mise en vente à un prix dérisoire. Trop bas, auraient dit les anciens du village. Car dans ces régions imprégnées de traditions séculaires, chacun sait qu'un bien vendu à vil prix cache forcément quelque chose. Mais les nouveaux propriétaires, venus de loin, ignoraient les murmures et les regards fuyants des habitants. Les premiers mois s'écoulent normalement. On les voit faire leurs courses au bourg voisin. Les enfants jouent dans le jardin envahi par les ronces. Le père entreprend quelques travaux de rénovation. La vie semble reprendre ses droits dans cette demeure trop longtemps délaissée. Et puis, progressivement, les signes de vie s'étiolent. Les voisins remarquent d'abord l'absence de lumière aux fenêtres. Dans ces hameaux isolés, où la nuit tombe comme une chape de plomb, les lumières des maisons constituent autant de phares rassurants. Mais la maison du numéro 5 demeure plongée dans l'obscurité. Nuit après nuit. Semaine après semaine. Françoise, la voisine du numéro 7, se souvient avec précision du dernier jour où elle les a aperçus. C'était un matin de printemps, alors que la brume matinale se levait sur les champs. Elle les a vus charger quelques sacs dans leur voiture. Rien d'inhabituel en apparence. Ils partaient peut-être en week-end. Mais ils ne sont jamais revenus. Les semaines se transforment en mois. Le jardin, autrefois soigneusement entretenu, redevient une jungle impénétrable. Le courrier s'accumule dans la boîte aux lettres jusqu'à déborder sur le sol. Les volets, laissés ouverts, claquent sinistrement lors des nuits de tempête. Et personne ne vient. Personne ne répond aux appels. Personne ne donne signe de vie. Le maire du village, Bernard Lair, un homme pragmatique peu enclin aux superstitions, commence à s'inquiéter sérieusement. Les impôts locaux ne sont plus payés. Les factures d'électricité s'accumulent. Juridiquement, la situation devient problématique. Mais au-delà des questions administratives, une angoisse sourde s'installe dans la communauté villageoise. Que s'est-il passé dans cette maison entre le jour de leur installation et celui de leur disparition? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils vécu? Qu'ont-ils fui? Car c'est bien de fuite qu'il s'agit. Toutes les affaires sont restées sur place. Les vêtements pendent encore dans les armoires. Les jouets des enfants traînent dans le salon. La vaisselle s'empile dans l'évier. Comme si la famille avait quitté les lieux en pleine nuit, dans la précipitation la plus absolue. Les autorités locales, après plusieurs mois d'attente, décident finalement d'entrer dans la propriété. Ce qu'elles découvrent dépasse l'entendement. La scène ressemble à ces photographies de Pompéi, cette ville romaine figée dans l'instant par l'éruption du Vésuve. Tout est en place. Tout est intact. Seules l'épaisse couche de poussière et les déjections d'oiseaux témoignent du passage inexorable du temps. Dans la cuisine, la table est encore mise pour le petit déjeuner. Les bols contiennent les restes desséchés de céréales. Des briques de lait, périmées depuis des années,
trône sur le plan de travail. Les placards regorgent de provisions, comme si les occupants s'étaient préparés à affronter un long hiver. Dans le réfrigérateur éteint, des aliments en décomposition avancée dégagent une odeur pestilentielle. Le salon offre un spectacle encore plus dérangeant. Sur la table basse, un journal daté de 2019 est ouvert à la page des petites annonces. À côté, un carnet de chèques vierges, preuve que les occupants n'avaient pas prévu de partir. Les coussins du canapé portent encore l'empreinte de corps qui s'y sont assis. Comme si les fantômes de cette famille habitaient toujours les lieux. À l'étage, dans les chambres, le spectacle devient franchement oppressant. Les lits sont défaits, les draps froissés conservent la forme de ceux qui y ont dormi. Dans la chambre des enfants, des peluches sont disposées sur les oreillers. Des livres de contes sont ouverts, marquant la page où s'est interrompue la dernière lecture du soir. Sur les murs, des dessins d'enfants représentent une maison entourée d'arbres, avec un soleil souriant dans le ciel. L'innocence de ces images contraste violemment avec l'atmosphère morbide qui règne dans la demeure. Mais c'est dans le grenier que les enquêteurs font la découverte la plus troublante. Là-haut, sous les combles poussiéreux, ils trouvent des dizaines de cartons remplis d'archives. Des documents anciens, des photographies jaunies, des lettres écrites dans une langue qu'ils ne parviennent pas à identifier immédiatement. Ces papiers racontent l'histoire de la maison, une histoire qui remonte à plusieurs siècles. La propriété a connu une succession de propriétaires, tous disparus dans des circonstances mystérieuses. Le premier cas documenté remonte à 1837. Une famille de fermiers prospères s'y installe avec l'espoir de cultiver les terres environnantes. 6 mois plus tard, la maison est retrouvée vide, exactement comme en 2019. Les autorités de l'époque concluent à une émigration précipitée, peut-être pour fuir des dettes. Mais aucune trace de cette famille n'est retrouvée, ni en France ni à l'étranger. En 1882, un notaire rachète la propriété lors d'une vente aux enchères. Homme méticuleux et rationnel, il documente scrupuleusement sa vie dans des journaux intimes retrouvés dans le grenier. Les premières pages décrivent une installation sereine, le plaisir de restaurer cette belle demeure. Puis, progressivement, le ton change. Le notaire évoque des bruits inexplicables la nuit. Des portes qui s'ouvrent seules. Des courants d'air glacé qui surgissent sans raison. Sa dernière entrée, datée du 15 novembre 1883, est à peine lisible, griffonnée d'une main tremblante. Il y parle d'une présence. De quelque chose qu'il observe depuis les ombres. Quelque chose qui attend. Le lendemain, lui aussi disparaît sans laisser de traces. Le XXe siècle apporte son lot de disparitions supplémentaires. En 1924, un couple de retraités. En 1967, une veuve et sa fille. En 1994, un homme d'affaires qui voulait transformer la propriété en gîte rural. Tous évaporés dans la nature, sans explication, sans corps, sans indice. Juste le vide. L'absence. Le néant. Les villageois, gardiens d'une mémoire orale transmise de génération en génération, connaissent depuis longtemps la malédiction de la maison. Ils parlent à voix basse d'un pacte ancien, d'une dette contractée avec des forces qui ne relèvent pas de notre monde. Certains évoquent les anciennes traditions celtes, ces rituels païens pratiqués bien avant l'arrivée du christianisme. D'autres mentionnent les légendes de Corrigan, ces créatures du folklore breton réputées pour enlever les imprudents qui violent leur territoire. Mais au-delà des superstitions, il existe des faits troublants que la raison peine à expliquer. Des géomètres ont constaté que la maison est construite sur un point de convergence tellurique particulier. Les instruments de mesure s'affolent à proximité. Les boussoles indiquent des directions contradictoires. Des photographies prises sur place révèlent parfois des anomalies inexplicables, des formes vagues qui n'étaient pas visibles à l'œil nu lors de la prise de vue. Des enquêteurs paranormaux, attirés par la réputation sulfureuse du lieu, ont tenté d'y passer des nuits. Rares sont ceux qui tiennent jusqu'à l'aube. Ils décrivent tous les mêmes sensations. Une oppression croissante au fil des heures. L'impression d'être observé par d'innombrables regards invisibles. Des chuchotements dans une langue incompréhensible. Et surtout, cette certitude irrationnelle qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils doivent partir avant qu'il ne soit trop tard. L'un d'entre eux, un ancien militaire reconverti dans l'investigation du paranormal, a accepté de témoigner sous condition d'anonymat. Ses propos donnent froid dans le dos. Il raconte qu'aux alentours de 3 heures du matin, l'heure que les traditions appellent l'heure du diable, la température dans la maison chute brutalement. Le thermomètre peut perdre 15 degrés en quelques minutes. Dans cette atmosphère glaciale, les ombres semblent s'animer. Elles bougent,
rampent le long des murs, convergent vers les intrus. Cet homme, qui a connu la guerre et affronté des situations extrêmes, avoue avoir fui la maison en courant, pris d'une panique qu'il ne s'explique toujours pas. Mais revenons à notre famille de 2019. Où sont-ils allés? Sont-ils encore en vie quelque part, tentant d'oublier ce qu'ils ont vécu dans cette maison? Ou bien ont-ils subi le même sort que tous leurs prédécesseurs? Les autorités ont lancé des recherches. Les services de police ont épluché les relevés bancaires. Aucune transaction après la date de la disparition. Les passeports sont restés dans un tiroir de la commode. Les téléphones portables, éteints, ne donnent aucun signal. Les enquêteurs ont interrogé longuement les voisins, les commerçants, toute personne ayant eu un contact avec la famille. Tous décrivent des gens normaux, sans problèmes apparents, sans dettes, sans ennemis. Rien qui puisse expliquer une fuite précipitée. Aucun indice d'une vie secrète, d'activités illégales, de menaces extérieures. Une hypothèse a été explorée. La famille aurait-elle été victime d'un enlèvement? Mais dans quel but? Aucune demande de rançon n'a été formulée. Aucun témoin n'a aperçu de véhicule suspect aux abords de la propriété. Les caméras de surveillance du bourg voisin, bien que peu nombreuses, n'ont enregistré aucun mouvement inhabituel. Une autre piste concernait la santé mentale. Le père de famille aurait-il pu souffrir d'une crise psychotique, entraînant l'ensemble de sa famille dans une fuite irrationnelle? Mais les recherches n'ont révélé aucun antécédent psychiatrique. Aucun traitement médicamenteux. Aucun signe avant-coureur d'une détérioration de son état mental. Alors que reste-t-il? Le paranormal. Les forces occultes. Les dimensions parallèles. Des concepts que la raison cartésienne rejette avec véhémence, mais qui trouvent un écho troublant dans cette affaire. Car comment expliquer rationnellement qu'une famille entière se volatilise sans laisser la moindre trace, abandonnant toutes ses possessions, tous ses repères, toute son existence? Des médiums, sollicités officieusement par des proches désespérés, ont tenté d'établir un contact. Leurs témoignages convergent de manière troublante. Ils perçoivent une barrière, un mur invisible qui les empêche d'accéder aux informations. Comme si la famille était prisonnière quelque part, dans un lieu qui n'appartient plus à notre réalité. Certains parlent d'un entre-deux-mondes, un espace liminal où les âmes errantes sont piégées pour l'éternité. La tradition ésotérique évoque l'existence de maisons portails, des lieux où le voile entre notre dimension et d'autres plans d'existence est particulièrement fin. Ces propriétés, construites sur des sites spécifiques, selon des proportions géométriques particulières, agiraient comme des aimants pour les énergies négatives. Elles attireraient les entités malveillantes, les esprits tourmentés, les forces chaotiques. Et parfois, très rarement, elles s'ouvriraient complètement, engloutissant les malchanceux qui s'y trouvent. Les architectes ésotéristes qui ont examiné les plans de la maison ont fait des découvertes stupéfiantes. La disposition des pièces ne suit aucune logique habituelle. Les angles ne sont pas droits, mais légèrement déviés selon un schéma précis. Les fenêtres sont positionnées de manière à capter les rayons du soleil lors des solstices et des équinoxes. Le grenier contient des symboles gravés dans les poutres, des signes qui remontent aux anciennes traditions hermétiques. Tout indique que cette maison a été conçue dans un but précis. Pas pour offrir un abri confortable à une famille, mais pour servir d'instrument. Un outil destiné à établir un pont entre les mondes. Et ceux qui y emménagent, inconscients du danger, deviennent les sacrifices involontaires d'un rituel qui se perpétue depuis des siècles. Cette théorie, bien que difficile à accepter pour un esprit rationnel, trouve un écho dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les Japonais connaissent les maisons maudites, ces demeures où le malheur s'accumule au fil des générations. Les Américains ont leur haunted houses, ces propriétés où des événements tragiques ont imprégné les murs d'une énergie négative persistante. Les cultures africaines parlent de lieux habités par des djinns, des entités capables d'interagir avec notre monde selon leurs propres règles. Mais la particularité de la maison française que nous étudions réside dans sa constance. Ce n'est pas un lieu de manifestation spectaculaire. Pas de porte qui claque, pas d'objets qui volent, pas d'apparition terrifiante. Non. C'est beaucoup plus subtil et, d'une certaine manière, beaucoup plus terrifiant. Les occupants disparaissent simplement. Ils franchissent un seuil invisible et ne reviennent jamais. Les experts en phénomènes paranormaux classent ce type de lieu dans la catégorie des portails actifs. Contrairement aux maisons simplement hantées, où des esprits résiduels rejouent indéfiniment les scènes de leur vie, les portails actifs constituent des ouvertures réelles vers d'autres dimensions. Ils ne se contentent pas d'effrayer. Ils consomment.
Ils absorbent. Ils prélèvent. Aujourd'hui, la maison du numéro 5 reste toujours abandonnée. Le maire a entamé les procédures légales pour en reprendre possession au nom de la commune. Mais aucun acheteur potentiel ne se manifeste, malgré le prix dérisoire proposé. Les habitants du village savent. Ils transmettent l'avertissement aux nouveaux arrivants, aux touristes trop curieux, aux investisseurs imprudents. Cette maison ne doit plus jamais être habitée. Pourtant, certaines nuits, des promeneurs nocturnes jurent avoir aperçu des lumières aux fenêtres. Des ombres qui se déplacent derrière les vitres poussiéreuses. Des silhouettes qui ressemblent étrangement à une famille. Un père, une mère, des enfants. Prisonniers pour l'éternité dans une dimension qui n'est ni la vie ni la mort. Juste une existence figée, un présent éternel où chaque jour ressemble au précédent, où l'espoir de s'échapper s'amenuise progressivement jusqu'à disparaître complètement. Les scientifiques rationnels balaient ces témoignages d'un revers de main. Hallucination collective, disent-ils. Pareidolie, cette tendance du cerveau à voir des formes familières dans des motifs aléatoires. Suggestion collective alimentée par les légendes locales. Mais ceux qui ont vu savent. Ils ont ressenti cette présence. Ils ont capté ce regard désespéré depuis l'intérieur de la maison. Ils ont entendu ces appels silencieux, ces supplications muettes. L'affaire de la famille disparue en 2019 n'est officiellement pas résolue. Elle figure dans les archives de la gendarmerie nationale comme une disparition inquiétante non élucidée. Les recherches se poursuivent, mais chaque année qui passe réduit les chances de retrouver les disparus vivants. Les statistiques sont implacables. Après 5 ans, une personne portée disparue sans aucun contact a 95% de probabilité d'être décédée. Mais dans le cas présent, la mort elle-même semble être une explication trop simple. Trop rationnelle. Car où sont les corps ? Où sont les preuves d'un drame ? Le néant absolu qui entoure cette affaire défie toute logique. C'est comme si la famille s'était littéralement volatilisée, dissoute dans l'air, absorbée par une force qui ne laisse aucune trace matérielle. Les dossiers d'archives retrouvés dans le grenier ont été étudiés par des historiens, des linguistes, des experts en occultisme. Certains documents sont rédigés en latin médiéval. D'autres dans des dialectes celtes disparus depuis des siècles. Tous convergent vers une même conclusion. Cette maison a été construite intentionnellement comme un lieu de passage. Un seuil entre les mondes. Et depuis sa construction, elle accomplit sa fonction avec une régularité implacable. Un document particulièrement troublant, daté de 1742, décrit un rituel de consécration. Un prêtre défroqué, versé dans les arts interdits, aurait procédé à une cérémonie visant à ouvrir un portail permanent. Le texte évoque un sacrifice, l'invocation d'entités dont les noms sont illisibles car recouverts d'encre comme si quelqu'un avait voulu les effacer. Et une promesse. En échange de certaines faveurs, le lieu deviendrait un point de jonction, un endroit où les frontières entre les dimensions s'amenuiseraient jusqu'à se dissoudre complètement. Les faveurs demandées concernaient le pouvoir, la richesse, la connaissance interdite. Des promesses classiques dans les pactes démoniaques. Mais le prix à payer était élevé. La maison devrait être nourrie régulièrement. Nourrie de vie, d'énergie vitale, d'âmes humaines. Chaque génération devrait apporter son tribut. Et tant que ce tribut serait payé, les bénéficiaires du pacte prospéreraient. Mais qui sont ces bénéficiaires aujourd'hui ? Qui perpétue cette tradition macabre ? Qui s'assure que la maison continue d'attirer des victimes innocentes ? Les enquêteurs ont tenté de remonter la chaîne de propriété, d'identifier les véritables propriétaires. Mais ils se heurtent à un mur de sociétés écrans, de fondations opaques, de structures juridiques si complexes qu'il devient impossible de déterminer qui tire réellement les ficelles. Une chose est certaine. La mise en vente de la maison en 2019 n'était pas un hasard. Elle était intentionnelle. Quelqu'un voulait qu'une nouvelle famille s'y installe. Quelqu'un maintenait le cycle. Et cette personne, ou ce groupe, opère toujours dans l'ombre, protégé par des réseaux d'influence qui s'étendent bien au-delà de ce petit village normand. Des journalistes d'investigation ont tenté de percer le mystère. Certains ont publié des articles. D'autres ont préparé des documentaires. Mais étrangement, ces projets n'aboutissent jamais. Les financements se tarissent. Les sources se rétractent. Les preuves disparaissent. Comme si une force invisible veillait à maintenir le secret, à préserver l'anonymat de la maison et de ses véritables maîtres. Un ancien gendarme, aujourd'hui retraité, a accepté de témoigner anonymement.
Il faisait partie de l'équipe qui est entrée la première fois dans la maison après la disparition. Ce qu'il raconte dépasse le cadre d'une simple affaire de disparition. Il évoque la sensation oppressante qui régnait dans les lieux. L'impression que les murs eux-mêmes étaient vivants, qu'ils observaient, qu'ils jugeaient. Il parle de ce moment où, dans le grenier, il a cru voir une silhouette se matérialiser brièvement avant de se dissoudre dans l'obscurité. Son témoignage a été écarté du rapport officiel. Trop fantaisistes, ont estimé ses supérieurs. Mais lui sait ce qu'il a vu. Et depuis ce jour, il refuse catégoriquement de s'approcher à nouveau de cette propriété. Il affirme que certains lieux sont maudits au sens littéral du terme. Qu'ils portent en eux une noirceur qui transcende notre compréhension du monde physique. Les psychologues spécialisés dans les traumatismes liés aux phénomènes inexpliqués reconnaissent l'existence de ces lieux à haute charge négative. Ils parlent de mémoire des murs, d'empreintes émotionnelles si fortes qu'elles modifient littéralement l'atmosphère d'un endroit. Les personnes sensibles peuvent ressentir ces énergies, même sans connaître l'histoire du lieu. Elles développent un malaise inexplicable, une anxiété qui va croissant jusqu'à devenir insupportable. Peut-être est-ce ce que la famille a ressenti dans les semaines précédant sa disparition. Peut-être ont-ils commencé à percevoir l'étrangeté du lieu. Les cauchemars qui se répètent. Les bruits inexplicables. Les ombres au coin de l'œil. Cette certitude grandissante que quelque chose ne va pas, que le danger rôde, qu'il faut fuir. Et un soir, incapables de supporter davantage cette pression invisible, ils ont pris la décision de partir. Mais partir où? Voilà la question qui hante les enquêteurs. Car aucune destination logique ne s'impose. Pas de famille proche vers laquelle se réfugier. Pas d'amis susceptibles de les accueillir. Pas de ressources financières permettant de s'installer ailleurs rapidement. Alors peut-être n'ont-ils jamais eu le choix de la destination. Peut-être la maison a-t-elle décidé pour eux. Dans certaines traditions ésotériques, on parle de maisons carnivores. Des structures qui développent une conscience primitive, une volonté propre. Elles attirent leur proie, les appâtent avec des prix attractifs, des situations apparemment idéales. Puis, lentement, patiemment, elles les absorbent. Elles se nourrissent de leur énergie vitale, de leurs émotions, de leur essence même. Et quand il ne reste plus rien à consommer, elles recrachent les enveloppes vides dans un ailleurs indéfinissable. Cette théorie horrifiante trouve un écho dans les témoignages des rares personnes qui ont vécu dans des maisons similaires et ont réussi à s'en échapper. Elles décrivent toutes le même processus. D'abord l'enthousiasme de l'installation. Puis les premiers signes étranges que l'on ignore. Ensuite la montée progressive d'un sentiment de malaise. Et enfin la prise de conscience terrifiante que l'on est piégé, que la maison ne vous laissera pas partir, qu'elle a jeté son dévolu sur vous. Certains ont réussi à fuir juste à temps. Ils racontent avoir quitté précipitamment les lieux en pleine nuit, abandonnant toutes leurs possessions, ne prenant que l'essentiel. Leur fuite ressemble étrangement à la scène figée retrouvée au numéro 5. Sauf que dans leur cas, ils ont franchi la porte à temps. Ils ont réussi à briser l'emprise. Mais au prix de séquelles psychologiques permanentes. Certains ne dorment plus correctement. D'autres développent des phobies inexplicables. Tous portant eux le souvenir indélébile de cette présence malveillante. Alors que devient la famille de 2019 dans tout cela? Fait-elle partie de ceux qui ont réussi à s'échapper et qui vivent maintenant sous une nouvelle identité, terrorisés à l'idée d'être retrouvés? Ou bien a-t-elle succombé, rejoignant les rangs des disparus qui hantent les annales des affaires non résolues? Les médiums qui se sont concentrés sur cette affaire proposent une troisième hypothèse. La famille existerait toujours, mais dans un état de suspension. Prisonnière d'une bulle temporelle où le temps ne s'écoule plus normalement. Ils vivraient indéfiniment le même jour, les mêmes heures, dans une boucle dont ils ne peuvent s'extraire. Conscients de leur situation mais impuissants à y remédier. Une torture psychologique dont on ose à peine imaginer l'horreur. Cette théorie de la boucle temporelle trouve un appui inattendu dans la physique quantique moderne. Les scientifiques admettent désormais l'existence de dimensions parallèles, d'univers multiples où les lois de la physique peuvent différer légèrement. Des endroits où le temps lui-même pourrait s'écouler différemment, voire stagner complètement. Si la maison servait effectivement de portail vers l'une de ces dimensions, alors il devient théoriquement possible qu'une famille entière y soit piégée, visible depuis notre monde sous forme de silhouettes fantomatiques, mais incapable de revenir. Les implications de cette hypothèse sont vertigineuses. Combien de disparus inexpliqués à travers l'histoire humaine pourraient s'expliquer par ce phénomène? Combien de personnes, considérées comme mortes ou enfuies, vivent en réalité dans ces entremondes,
prisonniers d'une réalité alternative dont ils ne peuvent s'échapper. Le village, lui, continue sa vie quotidienne. Les habitants ont appris à coexister avec ce mystère. Ils évitent soigneusement la maison du numéro 5. Ils préviennent les nouveaux arrivants. Ils perpétuent les légendes qui servent d'avertissement. Car dans ces communautés rurales, la mémoire collective fonctionne comme un système de défense. Les histoires transmises de génération en génération ne sont pas que des contes pour effrayer les enfants. Elles encodent des vérités essentielles, des mises en garde vitales. Les anciens du village savent que certains lieux ne doivent jamais être dérangés. Ils connaissent les emplacements des anciennes pierres druidiques, aujourd'hui enfouies sous des siècles de végétation. Ils se souviennent des récits de leurs grands-parents concernant les nuits de sabbat, ces réunions secrètes où se mêlaient chrétienté et paganisme. Ils sentent intuitivement que la terre elle-même garde en mémoire les événements qui s'y sont déroulés. La maison du numéro 5 s'inscrit dans cette géographie mystique. Elle n'est pas qu'un simple bâtiment. Elle est un nœud dans le réseau invisible des lieux de pouvoir qui parcourent la France. Ces endroits où l'énergie tellurique est particulièrement concentrée. Où les anciennes traditions occultes ont laissé leur empreinte indélébile. Où le surnaturel affleure si près de la surface qu'il devient tangible. Des équipes de géobiologues, ces spécialistes qui étudient les influences de l'environnement sur le vivant, ont mesuré des anomalies significatives autour de la propriété. Des variations du champ magnétique terrestre. Des concentrations inhabituelles de radiation naturelle. Des courants d'eau souterrains formant des croisements réputés néfastes dans les traditions géomantiques. Tout concourt à faire de ce lieu un endroit d'exception, au sens le plus troublant du terme. Peut-on refermer un tel portail? Peut-on neutraliser définitivement la menace? Certains occultistes estiment que oui, moyennant un rituel de purification extrêmement complexe. Il faudrait identifier précisément la nature des entités présentes, comprendre les termes du pacte originel, puis procéder à une contre-invocation en respectant des protocoles millénaires. Mais qui possède encore ce savoir aujourd'hui? Les véritables initiés aux arts hermétiques se font rares, et ceux qui existent travaillent dans le plus grand secret, protégeant jalousement leurs connaissances. D'autres préconisent une solution plus radicale. La destruction pure et simple de la bâtisse. Raser la maison jusqu'aux fondations, disperser les pierres, saler la terre selon les rituels antiques d'exorcisme. Mais là encore, qui oserait entreprendre de tels travaux? Les ouvriers refuseraient probablement de travailler sur un site aussi chargé négativement. Et même si l'on parvenait à démolir la structure physique, cela suffirait-il à neutraliser les forces invisibles qui imprègnent le lieu? L'histoire récente nous enseigne que la destruction d'un bâtiment maudit ne garantit pas l'éradication de la malédiction. De nombreux exemples documentés montrent que les énergies négatives peuvent persister bien après la disparition des structures qui les abritaient. Elles s'ancrent dans le sol lui-même, dans les strates géologiques, créant une zone de danger permanent que les générations futures redécouvriront à leurs dépens. Alors la maison reste. Elle persiste. Elle attend. Ses fenêtres aveugles scrutent la route, guettant le prochain véhicule qui ralentira, le prochain couple qui s'extasiera devant le charme rustique de la façade, le prochain panneau à vendre qui attirera les imprudents. Le cycle continue, implacable, éternel. Et quelque part, dans une dimension que nous ne pouvons ni voir ni comprendre, une famille vit peut-être encore. Prisonnière du temps. Prisonnière de l'espace. Prisonnière d'une malédiction séculaire qu'ils n'ont jamais vu venir. Leurs cris silencieux résonnent dans un vide que personne n'entendra jamais. Leur calvaire se poursuit, jour après jour, dans une routine infernale dont ils ne peuvent s'extraire. Cette histoire pourrait s'arrêter là. Une énigme de plus dans les annales des disparitions inexpliquées. Un mystère que les rationalistes classeront comme une simple coïncidence malheureuse. Mais ceux qui savent, ceux qui sentent, ceux qui perçoivent les courants invisibles qui parcourent notre monde, comprendront la véritable nature de ce qui s'est passé. La réalité que nous habitons n'est qu'une fine pellicule tendue sur un océan d'inconnu. Parfois, cette pellicule se déchire. Des failles apparaissent. Et à travers ces failles, des choses peuvent passer. Dans les deux sens. Des entités venues d'ailleurs peuvent s'infiltrer dans notre monde. Et des humains, par malchance ou par mauvais calcul, peuvent basculer de l'autre côté. La maison du numéro 5 constitue l'une de ces failles. Un trou dans le tissu de la réalité. Et tant qu'elle existera, tant qu'elle ne sera pas correctement scellée selon les rituels appropriés, elle continuera d'accomplir sa fonction sinistre. Elle continuera de prélever son tribut. Elle continuera de faire disparaître ceux qui ont le malheur d'y pénétrer. Aujourd'hui,
En cette fin d'année 2025, la famille portée disparue depuis 2019 n'a toujours pas été retrouvée. Les recherches officielles sont closes, classées sans suite faute d'éléments nouveaux. Les dossiers dorment dans les archives de la gendarmerie, rejoignant des centaines d'autres cas similaires qui jalonnent l'histoire de France. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle se répète, encore et encore, sous des formes légèrement différentes. D'autres maisons existent. D'autres portails attendent. D'autres familles disparaîtront dans les années à venir, ajoutant leur nom à la longue liste des victimes de force que nous refusons d'admettre. Car c'est peut-être là le véritable drame. Notre incapacité collective à accepter que le monde recèle des mystères qui dépassent notre compréhension. Notre obstination à chercher des explications rationnelles là où seul l'irrationnel peut fournir des réponses. Notre arrogance à croire que nous maîtrisons notre environnement, alors que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'une réalité infiniment plus complexe et plus terrifiante que nous n'osons l'imaginer. La maison oubliée du numéro 5 nous rappelle notre place véritable dans l'univers. Pas des maîtres tout-puissants, mais de fragiles créatures évoluant sur un fil tendu au-dessus d'un abîme insondable. Un faux pas suffit. Une erreur d'appréciation. Un moment d'inattention. Et c'est la chute dans un néant dont on ne revient jamais. Alors si jamais, au détour d'une route de campagne, vous apercevez une belle demeure en pierre apparemment abandonnée. Si le prix vous semble incroyablement bas. Si les voisins évitent votre regard quand vous posez des questions. Si vous ressentez ce picotement caractéristique à la base de la nuque, cette intuition primitive qui vous crie de fuir. Écoutez cette voix. Ne franchissez pas le seuil. Ne devenez pas une énigme de plus dans les dossiers des disparus. Car certaines demeures ne sont pas faites pour abriter la vie. Elles sont faites pour la consommer. Et la maison du numéro 5 attend patiemment, inexorablement, sa prochaine victime. Elle a tout son temps. Elle est éternelle. Et vous, vous n'êtes qu'un mortel de passage qui pourrait bien ne jamais repartir. Cette famille a emménagé en 2019. Personne ne les a revus. Et personne ne les reverra jamais. Leur histoire rejoint désormais le panthéon des légendes urbaines, de ces récits que l'on se transmet à voix basse, entre deux frissons. Mais contrairement aux légendes, celle-ci est vraie. Terriblement, affreusement vraie. Et quelque part, dans l'ombre d'une dimension parallèle, cette famille existe peut-être encore. Prisonnière. Oubliée. Perdue pour toujours dans les méandres d'un manoir qui refuse de libérer ses proies. Tel est le prix à payer quand on défie, même involontairement, les forces anciennes qui régissent les lieux de pouvoir. Tel est le destin de ceux qui ignorent les avertissements gravés dans la pierre et dans le sang des générations passées. Un destin dont nous espérons tous ne jamais faire l'expérience. Mais qui guette, tapi dans l'ombre, attendant le prochain imprudent qui osera franchir le seuil interdit.